Est-ce que vous voyez cet épisode de Breaking Bad où Walter White est en train de péter un câble parce qu'il chasse une mouche dans son labo? C'est un des épisodes cultes de la série. Eh bien, je suis en train de vivre exactement la même chose. Ça fait 2 minutes que j'essaye de tuer une mouche dans ce putain de bureau et je n'y arrive pas. Salut tout le monde, c'est TMF. Vous allez me dire quel est le rapport avec cette vidéo? Absolument aucun, mais en bon français, j'avais envie de commencer en me plaignant. On va parler de Manchester City et de sa reconstruction parce que bien évidemment, le club de Première Ligue a connu un bouleversement absolument majeur avec le départ de Pep Guardiola, l'arrivée de Maresca, mais également un mercato estival qui mérite d'être commenté puisqu'ils ont avec Elliot Anderson sans doute la recrue qui est la plus représentative de l'inflation du marché des transferts. Bref, on est en train de connaître un véritable changement d'air du côté de Manchester City et je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler, d'autant plus qu'on a de plus en plus de certitudes sur le fait qu'on a l'international marocain qu'on connaît bien en France puisqu'il évolue au LOSC. Je parle bien évidemment de Boadi qui va débarquer du côté de la Première Ligue. On parlera également en fin de vidéo, au-delà de toutes les questions de reconstruction de Manchester City, du premier match qui compte de la saison. Ce sera une partie sponsorisée par Winamax où je vous montrerai les cotes et où je vous donnerai mon petit prono. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Le code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte, ça vous donne 10 € en freebet et en plus de ça, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. C'est le Community Shield. Alors Arsenal ou City, je vous donnerai mon avis. En tout cas, c'est un des clubs les plus intéressants à suivre au cours de cet été pour la Première Ligue. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Sauf si vous êtes cette mouche qui est toujours là et qui va déranger la vidéo, je préfère vous prévenir. Passer de Pep Guardiola à Enzo Maresca, est-ce que c'est une catastrophe pour Manchester City? Déjà, il faut réaliser que perdre Guardiola, c'est perdre bien plus qu'un entraîneur. Oui, sur le papier, c'était l'entraîneur de Manchester City, mais c'était quelqu'un qui était en place depuis 10 ans, c'est quelqu'un qui a absolument tout gagné au club, et surtout, au-delà d'être le coach, c'est le porteur de l'ADN de Manchester City durant cette période. Finalement, même avant que Pep Guardiola débarque, et ça date d'une décennie, il était déjà indirectement à Manchester City, puisque le club a été construit en recrutant à la direction sportive certains de ses proches, c'est ses préceptes de jeu qui ont finalement été appliqués pour construire City, et quand Guardiola arrive au sein du club de la Première Ligue, il est déjà dans ses chaussons, c'est l'architecte de Manchester City, et quand je parle d'ADN, c'est pas quelque chose que je dis par hasard, parce que oui, il a insufflé la tactique du club, mais on sait qu'il y a une grande continuité dans les classes de jeunes de Manchester City, donc il a aussi défini l'académie et comment on veut former les joueurs là-bas. C'est également du côté de Manchester City, lui, qui faisait la pluie et le beau temps sur le mercato, même s'il était extrêmement bien entouré. Bref, Manchester City, ça a été le terrain de jeu de Pep Guardiola durant une décennie, ça a été un projet qui était véritablement son bébé, et on peut comprendre qu'en quittant Manchester City, Guardiola ait besoin de prendre un petit peu de repos, parce que être au four et au moulin pendant une décennie dans un club aussi exigeant que City, même quand tu as de la réussite, même quand tu as des talents sous tes ordres, même quand tu as des moyens faramineux, eh bien ça doit être usant. Autant vous dire que quand tu passes derrière, c'est un peu comme si tu étais à Manchester United post-ère Sir Alex Ferguson et que tu dois prendre la suite de cette légende. Et c'est pas n'importe qui que tu as été choisir, c'est Enzo Maresca. Alors Enzo Maresca, avant de parler de sa qualité d'entraîneur, si je dis que c'est pas n'importe qui, c'est parce qu'il est identifié comme un des préceptes, un des élèves de Pep Guardiola. J'avais plus le terme pour le décrire. Déjà, il a été l'adjoint de Pep Guardiola. On décrit beaucoup ça pour Arteta, évidemment, mais Enzo Maresca aussi a été adjoint. Il a également été coach U23 de Manchester City, donc finalement, l'expérience chez les U23 Citizens. Guardiola, qui l'accompagnait en 2022-2023, ça fait quand même pas mal de points, et puis on l'a vu par la suite avec son expérience en Première Ligue, notamment du côté de Chelsea, être un entraîneur talentueux, être un entraîneur qui a pris de l'expérience, mais aussi être un entraîneur qui cachait pas son affiliation avec le Pep, ou plutôt Guardiola, parce que le Pep, vous le savez, c'est Genesio. Le vrai Pep, je ne le répéterai jamais assez. Et plus sérieusement, Maresca, c'est un bon choix selon moi. Déjà parce qu'il permet d'avoir de la continuité du côté de Manchester City, et pour moi, tu peux pas tout révolutionner ce qu'a fait Guardiola du jour au lendemain, parce que déjà, il y a trop de choses mises en place, ensuite parce que ça fonctionne tout simplement bien, mais c'est surtout un entraîneur talentueux. Oui, il n'a pas tout gagné du côté de Chelsea,
mais il arrive à remporter une Ligue Conférence, c'est un titre, évidemment c'est pas la Champions League, mais tout de même, il a une saison, la dernière complète 2023-2024, qui était quand même assez satisfaisante, où il arrive à être 4e derrière les 3 monstres de devant, il remporte une Coupe du Monde des clubs, il a réussi à structurer un petit peu Manchester City, bref, Chelsea, bref, c'est vraiment un entraîneur que je trouve qualitatif. Et de toute façon, on l'a vu, hein, c'est pas environ Enzo Maresca que du côté des Blues, tout a été merveilleux et s'est retrouvé dans une très très grande cohérence. Je leur souhaite mieux avec Xabi Alonso, bien évidemment, mais vu le contexte, je trouve qu'Enzo Maresca, il avait fait du très bon taf. Donc ouais, la mission de remplacer Guardiola, elle est absolument énorme, mais l'optique de reconstruction pour la direction semble être claire, la continuité. Est-ce qu'on réalise à quel point Manchester City est bousculé au cours de ce mercato estival sans même parler du départ de Pep Guardiola? Il y a par exemple Bernardo Silva qui est parti du côté du Real Madrid. Bernardo Silva, moi j'ai l'impression qu'il a 35 ans depuis 5 ans alors qu'en réalité il a 32 ans, mais c'est un joueur qui a fait l'histoire de Manchester City. Si on regarde son passif, tu te rends compte qu'il a 9 saisons chez les Citizens, toujours au-dessus de 3000 minutes de jeu, il quitte le club en tant que solide titulaire qui n'était certes plus à son top, mais qui était extrêmement utile dans l'effectif. C'est un des cadres du vestiaire depuis quasiment 10 piges, donc bien évidemment, ça laisse un trou béant dans l'effectif. Et que dire de Rodri qui va sûrement partir pour aller du côté du FC Barcelone, reste à voir à quel montant, parce que ça négocie dur. Vous allez me dire, Rodri, c'est un cas différent, il s'était fait les croisés, il a été beaucoup blessé, y compris cette saison, donc tu sais que tu peux jouer sans lui. Ouais, comme je disais pour ma vidéo sur Bradley Barcola, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ça veut dire que même quand tu perds un mec indispensable, la vie continue et t'arrives à bricoler. Mais justement, il y a un moment, Rodri, il est sorti de son cimetière, il est sorti de sa tombe, et t'as quand même vu qu'il a apporté beaucoup du côté de City, que c'est un joueur qui certes aujourd'hui te donne pas de garantie médicale, mais c'était le patron des Citizens, c'était un joueur qui était le garant de l'équilibre de l'équipe, une équipe qui a souvent joué un jeu où t'étais beaucoup devant, avec une possession haute, où tu t'exposais, où t'avais beaucoup d'offensifs alignés dès le départ. Donc finalement, si tu perds Rodri, tu perds un point d'équilibre. Et puis c'est pas tout, parce qu'il y a Reinders également qui va partir. Alors c'est pas encore officiel au moment où j'enregistre la vidéo, mais on l'annonce du côté de la Saudi Pro League pour un salaire juste dément. Il est arrivé l'été dernier pour 55 millions d'euros, tu fais même une plus-value dessus du coup, et il fait une saison que je trouve qualitative. Il joue 2810 minutes de jeu, il a eu l'occasion de montrer ses qualités, il disparaît plus ou moins en gros vers février, car Rodri avait fait son retour sur 2026, et il y avait une concurrence qui était grande. Donc ouais, c'est un échec, mais c'est aussi une réussite, et t'as quand même des joueurs qui étaient la base de Manchester City, Rodri, Bernardo Silva, qui s'en vont. Il va falloir retravailler avec le changement d'entraîneur, mais il va falloir aussi combler ses départs. Et je le redis, Rodri, c'est quand même quelque chose. Si jamais Rodri continue à pouvoir jouer sans se blesser, ce qui n'est pas gagné, tu vas le voir du côté du Barça et tu vas dire « Oh, il aurait été un beau service du côté des Citizens ». Alors est-ce que le recrutement de Manchester City est à la hauteur des départs? Voici la liste des recrutements. Vous pouvez évidemment ajouter à minima Boadi qui est considéré comme fait. As parlait de 130 millions. Perso, je suis un peu sceptique pour le montant, mais disons qu'on peut être sûr de 100 millions pour le Lillois. De Tourbet, je le connais encore très très mal, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Il est décrit comme prometteur et de toute façon, c'est un joueur qui a intérêt d'être prometteur étant donné que tu as quand même posé un montant astronomique pour un joueur de Ligue 2. On aura l'occasion de le voir en France puisqu'il est prêté du côté de la l'AS Monaco. Ça va donc pas faire la pluie et le beau temps sur la saison de Manchester City. Boadi du côté de Manchester City, je dois vous avouer que je suis un peu partagé. Je trouve tout simplement le prix absolument hallucinant. C'est un joueur que j'adore depuis plus d'1 an, je vous bassine avec en mettant en avant ses qualités, mais il faut se rendre compte que c'est pas un élément expérimenté. C'est minutes de jeu en Ligue 1, c'est une saison pleine au LOSC, avant une demi-saison, avant un tiers de saison. Côté statistique, ça lui rend pas honneur, car en réalité, c'est un joueur qui déséquilibre pas mal, qui a le goût du duel, le sens du jeu, et athlétiquement, c'est vraiment très très bon. Ça reste un bon prospect, c'est un joueur que j'ai envie de voir dans mon équipe, mais en attendant, s'il part bel et bien pour 130 millions d'euros, j'ai envie de dire que c'est la vente du siècle pour le LOSC.
S'il part pour 100 millions d'euros, j'ai envie de dire que Manchester City paie le prix d'un joueur qui a intérêt à exploser parce qu'aujourd'hui, évidemment, Boady est un joueur intéressant, mais il n'a pas encore les qualités nécessaires pour remplacer Rodri. C'est pas encore un joueur qui peut être considéré comme les tout meilleurs milieux de terrain au monde. Tu l'as pas vu parfois surnager du côté du LOSC quand t'avais un Benjamin André à côté, alors que je pense pas que quelqu'un envisage sérieusement de mettre Benjamin André titulaire à la place de Rodri du côté de Manchester City. Donc ouais, j'adore Boady, mais il faut avoir conscience que c'est un pari sur l'avenir, et c'est un pari sacrément cher. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le PSG avait sondé un petit peu le marché. On sait que c'est pas la priorité, le milieu de terrain, parce qu'ils ont déjà leur titulaire, mais tu m'étonnes qu'ils ne soient pas positionnés pour ce prix-là, parce qu'on a vraiment affaire à un joueur qui a un actif spéculatif, comme on le voit de plus en plus sur le marché des transferts, et au risque d'en choquer certains, si ça part vraiment à 130 millions d'euros, c'est peut-être le montant que je trouverais le plus abusé de l'été, et pourtant il y a Elliot Anderson du côté de City. Elliot Anderson à 135 millions d'euros, c'est sans doute le plus grand scandale mercato durant cet été, mais finalement, à mon sens, c'est pas tant un scandale que ça. En fait, il a été transféré pour 135 millions d'euros, ce qui paraît hallucinant, et on va dire les termes, en France, personne le connaît. En France, personne ne regarde Nottingham Forest. Vous n'allez pas me dire que vous êtes passionné de cette équipe. Il n'y a absolument aucun supporter de Forest francophone. Et c'est une équipe qui, si, il y a 2 ans, ils avaient fait une saison intéressante, cette année en Première Ligue, c'était nettement plus compliqué. Et le joueur, auparavant, il avait joué qu'à Newcastle et il avait très très peu joué. Donc en fait, il est surtout connu pour ses 2 saisons à Forest. Ce qui fait qu'en France, on a vu ce mec débarquer, on s'est dit « Wow, ça sort de nulle part ». Et il est un peu trop considéré comme un joueur mid. À mon goût, c'est pas un joueur qui est tant surpayé que ça. Alors évidemment, tu paies la taxe internationale anglaise, évidemment, tu paies la taxe sur le fait qu'il ait que 23 ans, évidemment, tu paies la taxe sur le fait que c'est un transfert entre 2 clubs de Première Ligue, donc ça fait beaucoup de taxes supplémentaires. Mais par rapport à sa médiatisation en France, il est incroyablement sous-coté. Pas par le marché, vu qu'il vaut le PIB d'un petit pays, mais par les Français. En fait, c'est un joueur qui est absolument bon partout. Tu le vois évoluer dans un double pivot et il a su autant prouver devant que derrière. Quand il est dos au jeu, il reçoit bien. C'est un vrai box-to-box qui percute, qui est dur à arrêter. Mais évidemment, à ce prix-là, tu vas pas chercher qu'un joueur puissant. Il est super technique, très bon de la première touche de balle jusqu'à sa capacité à éliminer par le dribble. C'est un moteur dans le jeu et en plus de ça, il est polyvalent. Donc évidemment, Elliot Anderson, c'est un mec qui ajoute à ça le fait d'avoir déjà prouvé du côté de la Première Ligue. Il a une valeur qui est quasiment inestimable. Et j'emploie pas ce mot par hasard. On a tendance à l'employer comme une expression, ce qui fait qu'on le gavaude un petit peu. Inestimable, ça veut dire qu'il peut pas être estimé. Et pour moi, c'est ça, Elliot Anderson. C'est que c'est un joueur où c'est très compliqué de dire quel est son juste prix. Est-ce que c'est 80 millions d'euros? Est-ce que c'est 150 millions d'euros? Est-ce que c'est 120 millions d'euros? Même quand on essaie de rationaliser ça par rapport à l'économie du foot, c'est délicat, parce qu'en fait, c'est un joueur qui n'a pas forcément son équivalent. Il faut se rendre compte de l'importance pour les clubs de PL d'aller chercher des joueurs qui ont déjà prouvé dans leur championnat. Et un joueur au milieu de terrain qui a déjà prouvé dans le championnat anglais, qui peut évoluer comme un box-to-box, qui a des qualités comme Elliot Anderson, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai tendance à considérer que Bruno Guimaraes est un excellent coup de la part d'Arsenal, mais Guimaraes est beaucoup plus âgé qu'Elliot Anderson, même si Guimaraes a encore plein de bonnes années devant lui, et Guimaraes n'est pas beaucoup moins cher qu'Elliot Anderson, donc à voir ce qu'il donnera dans une équipe bien plus dominante que son club actuel, mais en soi, c'est une recrue intéressante de Manchester City, il va juste falloir qu'il franchisse le cap. Et au final, le recrutement de Manchester City, s'il n'est pas terminé, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que c'est un recrutement qui est intéressant, c'est un recrutement de joueurs qui vont devenir absolument énormes, mais c'est un recrutement aussi où tu paries sur l'avenir. C'est criant pour Boady qui aujourd'hui n'a pas le niveau d'un taulier de Première Ligue, mais attention, ça pourrait changer rapidement. Mais même pour Elliot Anderson, si c'est un joueur qui a apporté des certitudes sur son niveau par rapport à la Première Ligue, c'est un mec qui va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ces 2 éléments que je trouve incroyablement compatibles par rapport à la philosophie Guardiola, Manchester City et désormais Maresca, ils vont s'inclure assez naturellement dans le jeu. Ils remplacent de manière plutôt logique les joueurs qui partent et, à mon avis, ils peuvent vraiment apporter en plus une variété dans les possibilités tactiques des Citizens. Mais en fait, ça fait quand même beaucoup d'argent pour un projet qui est un projet d'avenir et pas seulement un projet de présent. Donc en fait, la reconstruction de Manchester City, je la trouve intéressante parce que pour moi, elle n'est pas dans la panique. T'as des gros joueurs qui partent, t'as des gros joueurs qui arrivent,
mais tu cherches pas immédiatement à construire un truc où tu vas donner les meilleurs moyens possibles à Enzo Maresca pour avoir des résultats à court terme. Tu cherches à garder ta cohérence sportive. Et là va se faire toute la pertinence ou non du projet selon moi. Si je considère que Maresca a fait de bonnes choses à Chelsea malgré l'environnement, c'est parce que c'est dur de s'imposer à Chelsea. C'est parce que du temps, t'en as pas forcément du côté du club londonien. Est-ce que t'en auras plus à Manchester ? Bah selon moi, si t'en as pas plus, Manchester City met son nouvel entraîneur dans des conditions très délicates. S'ils sont prêts à accepter le fait que ce projet, il va pas avoir d'année de transition, mais il va peut-être avoir une petite période de rodage. T'as aussi eu beaucoup de recrutements l'année dernière, on a tendance à l'oublier, mais des mecs comme Cherki aujourd'hui, ils sont dans des rôles un peu titulaires bis, va falloir voir comment ça tourne. Ça va demander du temps, mais je trouve ça prometteur. Alors du coup, est-ce que Manchester City peut bien commencer sa reconstruction en ayant un premier titre ou est-ce que le Community Shield va aller du côté d'Arsenal et est-ce que les Gunners vont consolider leur titre de champion en ajoutant quelque chose dans l'armoire au trophée? Je vais vous présenter les cotes parties sponsorisées par Winamax. Je vous le rappelle, le code promo TMF10 et le lien en description. Si vous rentrez le code promo TMF10 lors de la création de votre compte, ça vous donne 10 € en free bet et Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Code promo TMF10. Les cotes sont très équilibrées. Arsenal à 2,50 et City à 2,55 pour le résultat. Les parieurs vont davantage du côté de City, mais il n'y en a pas encore beaucoup au moment où je tourne. Sur le vainqueur de la finale, c'est simple, on a une égalité parfaite avec 1,85 pour les cotes des deux côtés. Et je vous mets au passage les buteurs. Gyökeres 3,05, Haaland 2,50. Moi, si je devais aller sur un buteur, j'irais sur Haaland, mais je vais aller sur résultat du match, Arsenal. Oui, je vais sur Arsenal parce que finalement, Arsenal est une équipe qui réussit un très beau mercato, mais je vais pas juger l'approche de ce Community Shield par rapport au mercato. Je vais juger l'approche de ce Community Shield par rapport à la capacité de ces équipes à être en forme dans la continuité de la saison dernière. Et j'avais beaucoup râlé sur le fait que la Supercoupe de l'UEFA tombait tôt, mais comme d'hab, dans la saison, que finalement tu avais des clubs qui étaient encore en mode work in progress sur un mercato. C'est un peu la même chose pour le Community Shield. Et à ce petit jeu, j'ai quand même l'impression que, bah oui, tu as eu moins de bousculement du côté d'Arsenal que du côté de Manchester City, ne serait-ce que parce que ce match, il va être regardé avec une pression assez particulière, parce que Maresca a l'occasion d'avoir son premier titre en tant qu'entraîneur de Manchester City, et City a l'occasion d'avoir son premier titre post-Pep Guardiola, et ça permettrait tout de suite d'enlever une certaine pression de l'héritage. Donc autant vous dire que c'est un match où mentalement il va falloir être solide, où paradoxalement tu te présentes dans des conditions peut-être un peu moins idoines, parce que c'est pas un match où tu vas te dire si t'es Rodri, YOLO je joue comme un fou au risque de me blesser alors que j'ai envie d'aller du côté de FC Barcelone. Donc ouais, des conditions un peu plus avantageuses pour les Gunners à mon goût, qui est une équipe mature, qui l'a bien prouvé la saison dernière. Et City, en fait, c'est assez bien pour boucler la boucle. C'est un projet que je vais pas juger évidemment sur ce match, parce que c'est toujours bête de juger un projet sur un seul match, mais que je vais même pas juger dans les premiers mois. Moi, mes premières conclusions sur le City de Maresca, je les aurai plutôt autour du mois de janvier, février. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. D'ici là, je vous souhaite un bon match et de manière générale, évidemment, un bon week-end. Salut!